greatest. Say a few words, you've got something to say, that's for sure. Hey Joey, how are you? Nice to see you. Uh, First of all, thanks the PSA to have set that up and my club here in Mauritius, the Helen Club. So today, after 22 years of a pretty intense career, I've decided to retire from the PSA World Tour. So this is why today it's kind of nice to actually talk with you because first of all, you're a close friend, and second of all, now you're commentating also, and it's nice you give me that kind of interview. So I'm pretty delighted to share this moment with you too. Definitely. I mean, it's obviously been a very, very tough last period for you with everything that's happened with your injury this last phase. And just to let all the fans understand why you come to this time now to put your rackets up, as it were. It's certainly not from a mental point of view. Yeah, well, I played for 22 years on the tour. Had obviously great wins. Of course, there was a little bump sometimes on the road, but yeah, it's part of a professional career. You can't always shine, and obviously the last 3 years were pretty hard with my knee, giving me some troubles, and having had to do 2 surgeries was pretty tough. But luckily, I managed to come back and play some decent squash, but it's not enough for me. So yeah, I think it's a good time now to hang up the racket and move on, do other things. Of course, I wanna stay involved in the sport that I love and brought me so much. And yeah, I'm proud of what I achieved. Of course, if I could have done more, I would. Especially, I would have liked to do more, after that 1 year that I had to stop with my knee. But yeah, the body issues sometimes are a bit too much, and I couldn't really train properly every single day. So for someone who actually was aiming for big titles, like the last 15 years, my worst result were like maybe a semi-final most of the time, or once in a while a quarter-final, and now you're going to play only like 1 or 2 or max 3 matches per tournament. So of course, I had always high expectations of myself, and I know now it's a bit difficult, with this kind of handicap that I have. So, but I'm still proud of having made a comeback. I did. It was pretty special to live those kind of moments, coming back on the glass court, play in front of the crowd. So at least I wanted to live that again, things that I was missing so much for a year. So yeah, so. Greg, so with everything to do with your career, 22 years, and that was pretty much straight to the top. You didn't exactly have particularly a huge amount of apprenticeship climbing the rankings. You moved into the top 20 very, very quickly as a teenager. What are your kind of favourite moments? I know, obviously, winning the World Championships was amazingly huge for you, and the history of that, particularly finals that you played previous to winning it. But what really stand out? What kind of, when you sit back and you have a little bit of a smile to yourself, what kind of really stands out? What moments? Just give us a few of those. Well, when I started playing when I was a kid, I always remember one of my friends told me, yeah, one day you're going to be a world champion. And I think I stuck to that idea, and I believed, of my capacities. And yeah, at that time, I mean, when I was on the tour, I was winning a lot of events, and I was struggling to win that tournament. I failed like in 4 finals, and that was the only thing missing, in my career.
So I was running after that for so many years. Of course, you know, when I won, well, it was a lot of emotions, and but it shows. I mean that I mean you can, you know, I stayed disciplined. I stayed, you know, focused on my targets, and I always gave 100% to actually achieve my dream and my goals. And luckily that day in Seattle, I managed to stick to my plan and not stress about the, you know, the whole thing, you know, like what it means to be world champion and all this. And yeah, today I'm just happy to say that I managed to achieve, you know, most of the win most of the prestigious titles on the tour. And yeah, I'm just proud. And there's special moments that I will always remember, like of course winning the World Open, but my first British Open was pretty special when I was like 23 or 24 years old. That was in Manchester, and sharing the court with Thierry Lencourt, who was I was a big fan, and he was our first French player to become world champion. Recording in progress. So yeah, it was a great moment. And moments like in Dubai also, like winning Dubai and having my kid Nolan. And I remember when I won, we were on the court and he was lifting the trophy with me. And actually the trophy was bigger than him, so you know that's you know pretty special and unique moments. You know. Yeah, so there's too many things, of course, you know, that will stay forever in my head, and I can't pick which one is the best because they're all unique. But yeah, it's at least I lived those moments, you know, that are pretty unique. Well, I mean, you set records all over the place, and what really stood out for me was the fact that you got to world number one again, the oldest ever world number one, to achieve that status after being there before, coming back again. Like, what changed in your mindset? Because certainly your body started to change. You become more mature and more professional with everything you needed to do, because there was definitely a big change from your early 20s through to your kind of early to mid 30s. Yeah, I was actually had to do much more work, but in a different way. Uh, yeah, I had to every details, you know, really count. You know, especially when you get older, like when you're 35, you don't recover the same way, and had to like really pay attention to everything, like you know, the way I was training, the recovery part was really the key in between tournaments, you know, not to mess around with this. Uh, Obviously, I had a great team behind me to advise me and always help me and to help me for my performance to be the best as I can. Uh, so yeah, my coach, my fitness coach, my mental coach and physios were working without counting hours, which meant a lot to me. And yeah, but it's true. I mean, if you want to coach a guy who wants to be the best, you need to bring the best out of you. And yeah, luckily I had a great team who could support me during my career. And yeah, it was without them, of course, I wouldn't have achieved that much and win that many tournaments. And or back up all the tournaments that was in 2016, right? Where I was winning most of all the matches in like five months in a row. And yeah, this great run that I will, of course, always remember. I was flying in every tournament, and everything was like, I don't know, I was not even thinking. Everything was kind of perfect. And when you are in those kind of moments, you feel like you can't even be in trouble. And that was a great feeling. But it only lasts for 5 months, not for for 20 years. But at least I lived those kind of moments where yeah, you feel like untouchable, and it was great. I bet. And 22 years of playing on the PSA World Tour, you crossed over a lot of great players and generations. I was lucky to witness so many of your matches, particularly obviously when we launched Watch TV, to those battles that entertained everyone so much. Out of the players that you
played over the years, all going back all the way to Jonathan Power and Peter Nichol and great Australian players as well. And obviously your contemporary Kieran Hinckley. I mean, just take us through who were the most difficult physical and mental opponents for you in those matches as you think back? Well, I'm not gonna say Joey Barrington, but even if we had some good matches together, but I would say Rami Ashur was the best of all of them. He was really special and really tough to break down. He was never giving any signs of tiredness when you would play with him. It was at a pace where we unmatchable with any of the other guys, and sometimes after like 2-3 rallies I was already like out of breath, and it's not the feeling I could get with other guys. So. But then it was nice to share the court with all those legends like Nicol, Power, Palmer, Thierry, and then have the chance to play with Rami, Shorbagy, and now Farag, and even played with Asal. I was lucky to play with all those generations. They were all different styles. It was at a different time as well, of course, I would have liked to play all of them when I was at my best, but I was not at my best for 15 years. But it was a special time every time. So yes. But for me, Rami was slightly different than all of those players. So, and was bringing I think an extra to the game, and that was creating a lot of problems to players. Yeah. You played him too, so you should know. I did. The feeling. I did. Yeah, it was over that quick. I didn't really have much of a feeling. I remember I saw you in Kuwait, and after 22 minutes, you were already out of the court. So. It's 28 actually. Looking at the circuit at the moment, what kind of players really excite you from the men's tour? Which players kind of coming through or there, and so many of them already. Is there anything that really excites you that you think the game is going to grow and move on? Yeah, I hope the tour will keep growing. Obviously, we had this COVID period where it was tough, and now I think that the PSA has done a great job on bringing the tour back alive. There's new players like Asal coming up, already 20 years old and winning titles. This was not happening, I think, before I think Jahangir and Jamshir were the first one to win titles at like 19 or 20 years old, then Rami. And I like watching Asal, I like watching Diego. He's very talented, special, then Farag is very fluid, and you've got Mohamed Shorbagy who's still there, hanging in there with his power. You've got Marwan, he's always tricky, and you've got all those different styles. Paul Cole as well, who won his first British Open, who's been knocking on the door for a while now. So that's pretty cool to see all those guys competing against each other. I wish I could still compete and with them, but obviously it's not the case. But I think there's still a lot more, to come with this new generation of players. Yeah. Hopefully they will bring the best out of them and produce some excellent matches and put the fire on every sports court in the world. and for you, you've got a huge team of people that were so involved with you and consistently throughout in terms of loyalty from them, loyalty from you. Just name a few of the people that have really stood out and helped you from the very beginning, the ones that where you were up and coming type to stay the long course with you, because it's obviously not easy, not an easy character.
to go through and ride those waves, the ups and the downs, and particularly the downs that were there to support you? Yeah, well, there's a lot of people, who have helped me throughout my career. Of course, my first real coach was Andre Delos, that you remember him, who actually taught me a lot. And there was after him Frédéric Lecomte. So when I was like 13 years old, I decided to move. I had to move away from my family to go to the national center that was based in Aix, that the French Federation that created that center to get all the elite players to train together, to have a national coach. So it was like for me like a lux to at 13 years old to be able to play with and train with like the under 19 best players in France, to have a daily program with a coach. I had physios already, doctors to help me out, and so that was a big bonus, for the start of my career and my growth, So it was very important to be taken to start very early. I think if you want to give yourself a chance to become a great player, you need to start. You need to start at a young age. And then I built up a team with other people that I met on the way. There is Mathieu Benoit, who was my main physio and who was my mental coach as well, who's actually here today. It was a surprise. Yesterday I came here and he was here. I was like, what are you doing here? So yeah, he gave me a lot, especially on the mental part of my training and performances. He was the first one to actually travel with me on the PSA Tour. First time was at the British Open. I was like 21 years old, and then he came to the Pyramids in 2006 when I lost that first World Open final. That was actually a big pinch in my heart, to lose after like 5 match balls. And he actually decided to take courses in mental coaching. That was actually parallel to his job because he is osteopath. So like the body works with the mind and everything. So he actually did that, and that really helped me throughout my career to have him on my side. And it was great. Then I had Thomas Adriens, who was my fitness coach, who stuck with me for so many years, and that's why I probably managed to last that long, because he was really professional, very smart in his approach, and he brought me like a lot of training with quality and not always with quantity, So that's why during the end of my career, we had to change a lot of things to make me last as long as possible, and that's why I managed also to come back to world number one at the age of 35, and also make a comeback after that brutal injury. And then all the physios and doctors who actually were at the National Center, Caroline Glenn as well, who's based in Manchester, who was working with me, Yann Borel, who actually did all my recovery after my second surgery, who spent like tremendous hours and didn't want to give up. He said, I will put you back on track, and he managed to put me on both of my feet, and he did so much work, and I was, glad to have those people with me. And there's so many people. I will probably forget, and I'm sorry if I forget some of them. Like my doctor, Jean-Marc Poupel, as well, who since I'm a kid, who's been helping me and organized my second surgery. So he kind of saved me to be able to play squash again. So yeah, there's too many people, and I'm sorry if I forget. Ronan Lavigne was the national coach, who spent so many hours as well with me, coaching me, and traveled in all the tournaments. So yeah, he was in the national team with me when I was a kid. So we had
good time together on court, off court, and as a coach. So it was really nice. And yeah, then also I don't want to forget all the sponsors who actually supported me during all my career, but during my downtime as well. When I was on the crutches, it was tough, but they didn't forget me. So I'm really thankful and grateful for them. And yeah, my clubs here in Mauritius, in France, the Hereb Club, my club in Prague, and all my friends and sparring partner who they've been great and giving so much time and so much effort as well. So I don't want to forget them. So sorry if I forget people and my family. Sorry, I don't want. My family, of course, who stuck with me from the beginning and even in the tough period of my life. So yeah, too many Yeah, people, I, Joel. Too many people. I don't think we have time to name everyone. it gives the fans that don't know the background necessarily of the intricacies of what you've gone through and how many people have been involved with your career and supported you. You name so many physios and doctors, and it just goes to show what's needed to achieve the top. Yeah. Great. I wanted to ask you this because it's, they'll be wanting to question it on social media and all the rest of it, but what would you have changed in your career? What would you have changed? What in terms of slight regrets, yes, you could say about wanting to win that world championship with 5 match forms, but what, I'm not necessarily veering towards that, but is there anything in your career that you look back and you think I'd have changed, maybe what you did, or something that would have been big? Well, it's tough to say what I would have changed because everything was a learning experience as well. Maybe winning a World Open too early would have been probably a good thing, but maybe a bad thing. I don't know how I would have reacted after if my career would have been the same or not. In one way, maybe I would have had less pressure because I wouldn't have thought too much about that World Open title and everything. But in another way, I don't know how I would have felt afterwards if I would have kept fighting like that much. And so it's tough to say. For me, everything was an experience to live, a learning process. Every tournament was different, and even when I was winning tournaments, I was always thinking, okay, what can be done better here, and to keep improving. So. Of course, I would have preferred to win every single tournament, if it was that simple, but it's not. And if I could have had maybe all those people behind me from a younger age, probably that would be easier, like that would have been easier, I would say, to have maybe a better preparation younger, and maybe I wouldn't have failed in those tournaments because maybe I would have had a better mental approach. I would have been maybe more disciplined in certain areas that actually maybe paid the price. And then, yeah. But as I said, those experiences helped me for what happened afterwards. All those losses, those bad losses, that helped me to keep digging in and then manage to win. Some great titles. So yeah, I took it that way instead of just. Of course, sometimes it's depressing, when you lose like big things. But I always found a way to bounce back. Stand up, and I kept fighting. Until I could reach what I wanted. But then obviously you can't win it all. Would be great. You won a lot. You won a lot. What will you miss most? Don't say the travelling. What will you miss most about not competing on the PSA World Tour? The most I will miss is, of course, the competition because this is what I have in my blood since I'm a kid. I love the competition so much. I will miss, being on those magical courts, Like, come on, now you step in this court,
in front of nice crowds in so many stunning places in the world. You know, when you play like in Grand Central, when you play in the pyramids, you play. I mean, there's so many nice places, and that I was lucky to play in, and I mean, I will miss those things. You know, it's when you step on the court, it always brings you certain adrenaline. You know, and. I will miss all the process, you know, all the training part, the process, you know, to actually come into an event, you know, what you put in, all the bricks, you know, you put together to actually try to reach your goals, you know, and once you actually lift that trophy, you know, it's even if it's like 2 seconds, you lift that trophy, you know all the hard work you've done and why you did it, you know, because it brings you something that not everyone can have, you know. So I will miss all this, Yeah, of course you will. and also share moments with friends, like because you go to places, you after so many years you connect with people, you know, you have like relationships with people, and yeah, I will miss meeting all those people. You know, you know, I was lucky to. That's the good part about being on the tour. You know, you get the luck to travel, to see different places, and meet great people that becomes friends, and they. You know, they want to be with you, they take care of you, they take you to some nice place. You only see the nice things, you know, sometimes, you know, you don't see what's but it's, that's the good thing about being a professional athlete, you know, I enjoyed all those moments, and yeah, I will miss it, of course. I'm just gonna have to go on holidays now to see those people. You've never been a good wrestler. You've never been a good wrestler anyway. So, moving forward now, what's down the pipeline for you? What are your plans? Because you're a busy man. So, Yeah. what are you looking to do? And I will be involved with my clubs. Like, of course, you know, I will come a few weeks a year here in Mauritius. We have the same branch of club in Annecy in France. So I will stay involved with them, try to develop the sport, and also in my club in Prague, in Strav club, we have an academy with semi-pros and pro players that comes, you know, some PSA players that actually either live there full time or come for a week or two or a couple of weeks to train in between tournaments. So I'm involved with them, you know, to yeah, improve the program and be there for the players. I will help promoting, you know, my sport that I love, you know, like the way I can, and see what kind of opportunities also I have. I will do for sure some camps, work probably with some athletes who wants to develop, you know, their knowledges, who wants to yeah, improve their squash. I believe that I have maybe some quality to help, you know, pro players or juniors or whatever, you know, to whoever they want to, let's say, maximize their potential. And yeah, I don't know what else. you're obviously going to keep yourself fit as well. You're not going to let yourself go, are you? You're going to keep yourself in good shape. No, I will stay in shape because I still want to play a couple of leagues. I want to play when I can, you know, when I can jump on the court and I feel my body is good, you know. I still love playing. When I feel like my knee doesn't bother me much, I'm going as hard as possible, you know. And I tried to play when I was like 25 years old. Of course, it doesn't work, but it works sometimes for a couple of minutes. But yeah, whenever I have the chance to play, I do because I love it, you know. So I can't just switch off like that. And I love going to the gym. I love working out. So I need to stay in shape. I don't want to end up like being like a stone, you know. Yeah, no, I need to stay healthy. To be fair, I really, you know, I like this kind of. I need to stay disciplined with myself too, you know. So. And
from my point of view and all the contemporaries as well, I mean, you brought so much joy and so much entertainment to the squash world, whether it was when you were being successful or having a bad day at the office. As a friend and a contemporary that's played against you and played with you, it's a real pleasure. I hope you're very proud of your nickname, which you'll continue to use. I know Nick Matthews is very proud of his. I think Nick's now actually just walking around in the Wolf outfit, which is probably a bit too far. But with everything to do from a Squash TV point of view, thank you for bringing so much to all of us watching you play. And look forward to having you on Squash TV at some point as well. Yeah, it would be great, to share this future moment maybe with you, and if I'm able to commentate, that would be maybe a new experience, a good experience for me. I never tried. I just did a couple of appearances with you for a game or two sometimes, but that could be nice actually. Yeah. Why not? Yeah. Well, I mean, I just want to again thank you so much for speaking with me and everyone that's listening and will listen. It is a sad day for squash in so many, that you're going to be involved and keep doing what you're doing, which is the sport of yourself. So I'm going to hand over now to Jerome from the French Squash Federation to take the lead after this, but wish you all the best, and I will be speaking to you very, very soon. Last word. Thanks, Greg. Thanks, Joey, for sharing this moment with me, and of course, always nice chatting with you. If I miss people, during my speech, I'm sorry, but all my love is for all the squash fans, all the people who's been there with me during those years. I actually forgot two players, Shabana and Nick, when I was talking about generations. So sorry, guys, but those guys were. And James, there's too many. James, I'm sorry too, but those guys were amazing. They're amazing players, and I actually loved watching them play too, and had good time having those battles with them. And if we could have brought entertainment and pleasure to people, that's great. And if we manage to inspire future kids or people, that's all a bonus. So thanks for this moment, and thanks to the PSA to have set that up, and I love you all. Good luck, Greg. Thank you very much. Over to you, Jerome. Thank you, Joey. Bonjour Greg. Salut Jérôme, ça va? Alors, je veux démarrer en te disant quand même bravo pour ton immense carrière. Merci, c'est gentil. Et grâce à toi, le squash français a brillé pendant plus de 20 ans, et donc ton départ est vraiment une perte énorme. Donc voilà, je voulais commencer par là. Merci, c'est gentil. Et justement, ta carrière a duré plus de 20 ans, c'est vraiment cette marque qui te distingue des autres joueurs. Et donc il y a plusieurs records en PSA. Est-ce que pour toi c'est important d'avoir marqué l'histoire du squash, et est-ce qu'il y a un record vraiment qui te rend extrêmement fier? Alors après, j'ai pas essayé de jouer pour faire des records. D'abord, c'est par pur plaisir, parce que le squash, je suis presque né sur un court de squash, on va dire. Et j'ai eu la chance de faire de ma passion mon job. Et après, bien sûr, depuis que j'étais tout petit, la compétition, j'étais un mordu de ça. Depuis mes premiers tournois, bien sûr, je n'aimais pas perdre et tout, je faisais des crises et tout, mais après, voilà, j'avais ça en moi, la compétition, c'était ce qui me faisait vraiment vibrer. Et après, une fois que j'ai réussi à gagner quelques tournois en junior et tout, ça m'a permis de me donner la confiance pour après arriver sur rentrer dans sur le tour professionnel, et j'ai toujours cru en mes capacités, et après dès que je pouvais gagner un événement, je fonçais quoi. Je me suis préparé toute ma carrière pour gagner des gros titres. Après des fois ça passait, des fois ça passait pas, et il fallait toujours se remettre en question, voir les côtés positifs, voir les côtés négatifs, mais après j'ai jamais couru
après des records, quoi. Bien sûr, j'essaie de gagner le plus de tournois possible. Il y a des tournois que j'ai plus à cœur que d'autres, bien sûr, de gagner. Mais après, voilà, soulever un trophée comme, je sais pas, le championnat du monde ou des titres même en équipe, ça c'était, c'est des moments différents, mais ça apporte beaucoup de plaisir et c'est de la super adrénaline, quoi. Donc, Et justement, à quel âge tu as compris que tu pouvais vraiment être un joueur de haut niveau très jeune ou... je pense à l'âge de 8-9 ans. 8-9 ans, D'accord, c'est vraiment ancré en toi alors. Voilà, quand j'ai fait mes premiers championnats de France, j'ai gagné mes premiers championnats de France moins de 10 ans à Toulouse, je me rappelle, Oui. quand j'avais 9 ans. Et à cet âge-là, je jouais déjà j'avais le droit de jouer des tournois adultes à cet âge-là. Déjà à 10 ans. Ouais, donc avant de rentrer au Krebs, à l'âge de 11-12 ans, j'étais champion de Ligue Alsace-Franche-Comté. Donc je pense que j'avais déjà les moyens de faire quelque chose. Et justement, est-ce que tu aurais pu faire autre chose que le squash dans ta vie, tu penses ou... Ben, je me suis jamais vraiment trop posé la question, tu vois. T'as pas eu le temps. J'étais dans le bain très tôt et j'étais mordu par ma passion et j'ai juste foncé, tête baissée, j'ai pas cherché à comprendre si je pouvais faire ça ou ça, tu vois. Et vu que... Tu as parlé avec Joe Barrington auparavant du fait que tu aies croisé plusieurs générations, de Peter Nicol jusqu'à aujourd'hui Mostafa Hassal. Et est-ce qu'il y en a vraiment une qui pour toi vraiment sort du lot, qui était au-dessus des autres? Bah, toutes les générations on va dire, étaient un peu différentes, le style de jeu, tout ça. C'est difficile à dire quelle est la plus forte parce que il y a 15 ans en arrière, je jouais pas le même niveau qu'il y a 5 ans par exemple. Donc c'est difficile à doser, quoi. Donc, et c'est vrai que bon, j'ai joué avec les meilleurs de chaque génération et pour moi c'est plutôt sympa d'avoir pu partager ces moments avec tant de joueurs, quoi. Donc, d'accord. Tu évoquais avant le nom de Tu évoquais le nom avant de Rami Archour, qui est vraiment un joueur différent des autres. Ouais, voilà, Rami, quand il est arrivé sur le tour, c'était un peu il a apporté un jeu qui était vraiment différent des autres, basé sur l'attaque, à beaucoup voler, c'était complètement différent du jeu traditionnel à l'époque qu'on jouait, quoi, et qu'on avait l'occasion de voir. Donc c'est de là où le squash a évolué un peu plus dans cette direction après. Je reviens à ta décision d'arrêter la PSA. Est-ce que c'est une décision qui a mûri longuement depuis quelques mois ou il y a eu un point de déclic par rapport à ça? Bah après, c'est difficile. Ouais. Quand j'ai recommencé après ma blessure, déjà par les championnats du monde par équipe, pour moi c'était vraiment c'était le top de recommencer avec l'équipe de France, de partager les moments encore avec les potes et tout, et d'avoir une médaille à ces championnats du monde. Donc c'était vraiment. On a passé une super semaine aux États-Unis. Après, j'avais bien repris avec le tournoi de New York et de revivre ces moments, comme je disais auparavant avec Joey, de rentrer sur le terrain, d'être avec les spectateurs, de revivre ces moments, ça me manquait vraiment. Et après, il y a eu le Covid direct en mois de mars, où j'ai joué 2 tournois et ça a cassé ma dynamique. Et quand on a repris les tournois après, il y avait très peu de tournois, il y avait un gros tournoi tous les 3 mois, donc c'était dur de vraiment trouver ses marques, surtout vu que j'avais pas joué pendant 1 an et demi, et surtout qu'on avait un protocole assez strict avec, sur les tournois il y a une bulle que les organisateurs mettent en place, donc on peut être en contact avec personne, on ne peut pas amener notre staff. Donc moi à l'époque sur les gros tournois j'amenais Mathieu Benoît qui est ostéo et préparateur mental, qui pouvait me mettre sur pied, me mettre d'aplomb pour tous les matchs. Il y avait Ronan qui venait sur les tournois aussi pour le coaching. Et donc toutes ces choses-là, je ne pouvais plus les avoir et ça a cassé un peu. Alors justement, je t'arrête une minute. Est-ce que tu penses que tu aurais pu continuer plus longtemps sans les conditions actuelles?
Sans les conditions actuelles, Tu parlais à l'instant des problèmes que tu avais de ne pas avoir le staff à tes côtés. Est-ce que tu ouais, c'est vrai que déjà, il y a l'âge, tu vois, 38 ans, 38, 39 ans, quand tu fais 15 heures de vol et que derrière, à cause de ma blessure, c'est pas facile, tu vois. Quand tu arrives sur un tournoi, que tu es direct dans une chambre, tu dois rester dans ta chambre, tu peux pas voir qui que ce soit pour te délier ton courant, tu n'as pas accès à une gym, on n'avait pas accès à. On ne pouvait rien faire, quoi. C'était la chambre et le terrain, la chambre et le terrain. On avait très peu de practice aussi. Après, c'est pas la faute à l'organisation, c'était les règles quasiment comme ça dans tous les sports aussi, je suppose. Donc c'était aussi un moyen pour que les athlètes retrouvent aussi la compétition. Donc c'était une bonne chose qu'on ait pu avoir des tournois, mais après le protocole c'est difficile d'être performant, surtout quand tu as plus 20 ans et que tu es un petit peu cassé, quoi. Donc c'est sur toutes ces routines que j'avais en place pendant des années, mais je les avais plus. Mais malgré ça, tu as quand même fait un bon retour, tu as réintégré le top 20 mondial. Est-ce que tu es quand même content de ce que tu as fait depuis 1 an et demi sur le tour? Après, j'ai pas beaucoup joué. Oui. C'est sûr, j'aurais aimé jouer un peu plus de tournois. Là, le tour il commence à reprendre, donc c'est mieux pour les joueurs, tout ça. Malheureusement, moi je jouais un tournoi tous les 3 mois, donc c'était dur, c'était difficile. J'ai retrouvé un classement correct, mais après, bien sûr, mes attentes ont toujours été bien plus hautes. Après, avec ce qui m'est arrivé dans ma carrière, c'est sûr que je ne pouvais pas prétendre à revenir en mondial, c'était pas possible, quoi. Mais j'aurais aimé revenir top 20, top 10, mais après, voilà, si tu es limité dans tes mouvements, voilà, le squash, ça reste un sport où il faut bouger donc, voilà. Est-ce que depuis ton retour, il y a un match, est-ce qu'il y a vraiment un match où tu penses que tu avais retrouvé un excellent niveau depuis ton retour il y a 1 an et demi il y a quelques matchs, par exemple au TOC, j'avais retrouvé au début en plus, vu que ça me manquait tellement, j'avais la hargne, j'avais envie, et donc j'arrivais à compenser par ça. Bien sûr, j'avais pas la vitesse de jeu, la vitesse de déplacement, tout ça. Et j'avais retrouvé plutôt des bonnes sensations au tout début. Après, ça dépendait des tournois parce que en fait, je jonglais plus en fonction des douleurs que j'avais qu'autre chose, quoi. Quand mon genou me posait pas trop de problèmes, j'arrivais à être assez fluide sur le terrain, mais le problème c'est que des fois les enchaînements et en fonction des parquets, quand c'était plus ou moins dur, après mon genou il s'enflammait et c'est là où ça me posait des problèmes. J'avais du mal à courir, un point bas. Un petit mot par rapport au squash français qui, grâce à Thierry Latou et toi, donc a été vraiment au top pendant 20 ans. Actuellement, on n'a pas de joueurs dans le top 10, on a quand même pas mal de jeunes joueurs prometteurs. C'est quoi ton regard sur l'avenir du squash masculin français? Non, je trouve que les jeunes ils montent bien entre Victor, Sébastien, Benjamin Aubert il était un peu en arrêt à cause d'une opération de pied. Après Baptiste là, qui a été très performant sur les derniers tournois. Je pense qu'il y a Auguste aussi. Bon, Grégoire il est encore jeune, il a encore quelques années. Donc non, il y a un beau groupe, je trouve. En plus, certains d'entre eux commencent à faire de beaux résultats. Donc je leur souhaite le meilleur, en espérant qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Après, je ne peux pas prédire ce qu'ils vont faire dans leur carrière, mais je leur souhaite bien sûr de faire du mieux possible et puis d'honorer au mieux les couleurs du maillot de l'équipe de France et puis de ramener des titres s'ils peuvent. Voilà. Alors justement, c'est une belle transition parce que je voulais parler un peu de ce sujet. On sait qu'il y a certains joueurs avant toi qui ont arrêté en PSA mais qui ont joué en sélection après. Je pense notamment à Thierry Latou ou David Palmer. Est-ce que tu pourrais toi être amené à jouer en équipe de France dans un avenir, on va dire, à moyen terme? Là, je mets un terme à ma carrière sur le circuit PSA. Après, si demain l'équipe de France a besoin de mes services, pourquoi pas, je me remettrai en forme pour éventuellement les tournois dont ils ont besoin de moi, pourquoi pas. Et justement, on sait qu'il y a des nombres par équipe à la fin de saison et que c'est un des rares titres qui manque à ton palmarès immense, donc ça pourrait éventuellement être une opportunité. Ça, c'est à voir avec le sélectionneur. Après, c'est aussi à voir avec ma santé, si je suis capable ou pas.
Et à voir, c'est sûr, c'est le seul titre qu'on n'a pas eu en équipe. Mais pourquoi pas partager un dernier moment avec les potes de l'équipe de France. On verra, je sais Alors pas. justement, pour parler un peu d'équipe de France, quels sont tes meilleurs souvenirs en bleu depuis toutes ces années? Les meilleurs souvenirs de l'équipe de France, je pense que c'est la première fois qu'on a battu l'Angleterre en 2000, À Vienne. 2003, À Vienne, oui. à Vienne en demi-finale. Il y a une photo de toi qui est en train de hurler sur le cours, je m'en rappelle. Alors, ouais, j'avais pas eu le temps de serrer la main à les Mitchell que les autres ils m'ont sauté dessus. Donc, mais ça c'était un super souvenir. Après la première fois qu'on a gagné les championnats d'Europe, c'était au Danemark. Au Danemark, Oui. il me semble. Donc 2015. ça, c'était un grand moment parce qu'on était toujours Deuxième. on était toujours deuxième et on regardait toujours de haut les Anglais qui avaient leur médaille, on a toujours écouté leur hymne national à chaque fois. C'était bien que ça change un peu. Et non, voilà, j'ai vécu des super moments en équipe de France. On a eu de très bons résultats. Malheureusement, le seul titre qui nous manque, c'est le titre mondial. Ok. On sait qu'il y a l'équipe qui est solide, et je pense que l'équipe de France a les moyens de faire de belles choses. Tout à fait. Alors, je voulais terminer en parlant de tes projets d'avenir. Tu en as parlé un petit peu également en anglais. Est-ce que tu as forcément des projets? Quels sont-ils pour l'avenir? Rester impliqué bien sûr dans le monde du squash avec mes clubs, donc aussi bien RM Club à Maurice qu'à Annecy, moi aussi mon club à Prague où on a une académie avec des joueurs pro et semi-pro. Après, je pense que je vais me déplacer un peu aussi pour faire des stages, faire des apparitions pour des clubs, et puis voilà, essayer de promouvoir un maximum mon sport, quoi. Après, si je peux aussi bosser avec certains athlètes qui veulent perfectionner leur squash, pourquoi pas, s'il y a de la demande à ce niveau-là. Et justement, est-ce qu'on pourrait te voir à long terme impliqué dans le squash français pour aider les joueurs français Pourquoi pas, moi j'ai eu une discussion, c'était la semaine dernière, avec notre nouveau DTN. Donc à voir après ce que la fédération voudrait mettre en place, à voir aussi avec les coachs si je peux apporter une valeur ajoutée à ce qu'ils ont mis déjà en place. Donc c'est à discuter, mais pourquoi pas, moi je suis ouvert à tout, bien sûr, si je peux toujours rester dans le milieu professionnel. Voilà, j'adore ça. La haute performance, c'est mon dada. Donc. Est-ce qu'on te verra sous le maillot d'Annecy pour évoluer en championnat interclub cette saison? Ouais, je jouerai les matchs. D'accord. Et puis On verra dans les clubs en France en espérant qu'on puisse gagner le titre pour la première fois pour le club, ce serait sympa. Tu l'as déjà fait en anglais, mais est-ce que tu veux dire quelques mots pour les personnes importantes dans ta carrière également en français? Celles qui ont vraiment compté pour toi? Il y a beaucoup de monde, c'est sûr. On n'arrive pas, comme j'expliquais tout à l'heure, on n'arrive pas à atteindre des objectifs tels que j'ai eu la chance d'atteindre comme un titre de champion du monde ou être numéro 1 mondial ou d'autres titres sans une équipe derrière soi. Donc j'ai eu la chance d'intégrer le Krebs à Aix-en-Provence très jeune, à l'âge de 13 ans, donc ça m'a permis d'évoluer très rapidement et d'être dans un noyau pro et avec un entraîneur au quotidien qui était Fred Lecomte, André Delost, et puis tous les gens à l'époque qui bossaient au Krebs, que ce soit aussi bien les docteurs que les kinés. Donc ça m'a permis de monter très rapidement, très jeune. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes durant cette aventure, que ce soit aussi bien Mathieu Benoît que Thomas Adriens, qui était mon préparateur physique, que tous les autres kinés qui ont bossé avec moi, docteur Jean-Marc Poupel, les kinés comme Yann Bourrel, ou aussi Caroline Glin qui est fasciathérapeute, qui m'a beaucoup aidé sur certains événements. Tous les joueurs
qui étaient partenaires aussi, tous mes partenaires d'entraînement, parce que sans eux, ben, voilà, il fallait bien quelqu'un sur le court aussi avec qui s'entraîner. Puis tous mes amis, toute ma famille qui m'ont soutenu au quotidien, aussi bien dans les super moments que dans les moments où c'était plus compliqué. Donc voilà, c'est sûr que la fédération, bien sûr, qui m'a soutenu dès le plus jeune âge. Et puis tous les clubs avec lesquels j'ai joué, qui m'ont offert la possibilité de jouer plusieurs matchs et me tester aussi entre les compétitions ou avant les compétitions. Donc voilà, tous les gens qui m'ont permis à me perfectionner durant ma carrière. Il y en a beaucoup, hein. Après c'est difficile de ne pas en oublier, c'est ce que je disais. Après tout aussi mes partenaires, donc qui ont été là quasiment toute ma carrière, et même dans les moments les plus durs, sur les 3 dernières années, ils ont été là, ils m'ont pas lâché, donc comme quoi, voilà, j'ai eu de la chance quand même d'avoir tous ces gens et tout leur soutien en tout cas. Donc, voilà. Donc Greg, encore une fois, au nom de tout le squash français, merci encore pour cette carrière immense, et je te dis à bientôt, certainement sur les cours et en dehors. Merci pour tout, et aussi merci aux autres entraîneurs qui sont occupés de moi, hein, Ronan et tous les autres. Hein. Si j'en ai oublié, désolé. Mais... T'inquiète pas, voilà. on t'en voudra pas. Merci à vous, merci Jérôme pour l'interview. Rien. Je vais laisser la parole aux médias locaux présents à l'île Maurice. Merci. Le bonjour en France. Ça marche, à bientôt. Pourquoi vous avez choisi l'île Maurice alors que vous avez un club en France pour annoncer votre retraite des tournois PSA? Pourquoi pas en France, pourquoi à Maurice? Pourquoi? Parce qu'il y a un peu plus de soleil ici, on va dire. Non, parce qu'en fait, on a le même club en France, à Annecy. Donc, pourquoi l'île Maurice? Pour Rémi, qui est un grand ami et qui aussi m'a soutenu à partir des 4-5 dernières années de ma carrière. Donc pour moi c'était important de venir ici, d'être présent le jour de cette annonce de ma retraite du circuit professionnel. Donc c'est important pour moi d'être là avec aussi mes amis, les gens qui m'ont soutenu. Voilà. Lionel aussi, désolé. Je te voyais plus. Hein. Donc Lionel, Rémi, et j'ai eu la surprise d'avoir Mathieu, comme vous avez pu l'entendre, qui a été un de mes préparateurs pendant des années. Donc voilà, c'est important d'être ici pour mon club. Bonjour, Benoît Thomas, Journal d'Express. Vous connaissez très bien le squash mauricien maintenant. Quel est un peu votre avis par rapport à l'évolution de cette discipline à l'île Maurice? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas beaucoup de clubs, donc on a la chance d'avoir cette magnifique structure ici pour développer le squash aussi bien pour les jeunes que pour les amateurs, mais aussi pour ceux qui veulent faire de la compétition. Là, cette semaine, il y a eu un championnat mauricien dont on a la finale ce soir. Donc pour moi, ça va être aussi important de voir le niveau parce que c'est que ma 3e fois ici à l'île Maurice, donc j'ai pas pu aussi voir tous les niveaux qu'il y a à l'île Maurice. Donc c'est important pour moi aussi d'être ici aujourd'hui, mais la semaine prochaine aussi, il y a un autre tournoi. Donc ça va me permettre un peu d'évaluer le niveau, de voir aussi s'il y a des jeunes qui ont de bonnes capacités, et puis à partir de là, on pourra peut-être lancer quelque chose. Bonjour, Sean de Radio One. Donc, vous avez parlé de, justement, vous n'êtes pas là depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a un projet justement pour le club à Maurice à venir? Le projet, il a été créé, le fait d'avoir les cours sur place, déjà c'est important. Et après, le projet, je pense que ce serait aussi important de développer aussi du coaching, des coachs pour l'évolution des joueurs. Aussi amener le plus possible de jeunes à prendre une raquette de squash et essayer notre magnifique sport. Voilà, c'est important. Pourquoi pas toucher
essayer de toucher les écoles, donc essayer d'amener le public voilà, qui connaissent pas forcément le squash, les amener à venir ici et puis à essayer notre sport, c'est important. Donc communiquer un maximum sur la structure, mais aussi sur le sport et puis et leur donner envie de venir. C'est pour ça que aussi je pense que je suis présent cette semaine. Et comment ça s'est un peu passé l'encadrement des arbitres, staff technique, tout ça comment ça s'est un peu passé vous avez pu juger un peu le niveau Si j'ai jugé le niveau, Jauger un peu le niveau jauger le niveau, Ouais, depuis le j'ai pas vu encore trop de... Par rapport aux joueurs mauriciens, C'est cette semaine. je verrai cette semaine. Je viens d'arriver hier et en fait, je suis venu 2 fois l'île Maurice pour des compétitions à l'époque. Et j'ai pas pu évaluer, j'ai pas pu voir pour évaluer le niveau. Donc c'est pour ça que je viens et c'est pour ça aussi que je vais épauler certaines personnes à leur apprendre aussi à coacher, leur amener un peu de nouveautés et puis aussi leur apporter mes connaissances par rapport à la discipline. La formation de l'arbitrage avait été initiée il y a 2 ans par le président de la commission d'arbitrage de la Fédération française. Voilà. Par le président de la Fédération française et avec le Covid, ça a été freiné et c'est l'occasion aussi pour Greg cette semaine de superviser, de regarder, de conseiller les arbitres qui vont officier maintenant avec le prochain tournoi qui va démarrer lundi. Voilà, tout simplement. Je suis désolé, je vais prendre sa place, mais Non mais t'as raison. il a un programme chargé, donc... Alors, question de hobby, journaliste ou sport. Et what's next maintenant dans ta carrière et qu'est-ce que tu penses faire à cette manière que tu deviens coach? Bah oui, je vais essayer d'amener mon expérience, essayer de faire profiter de ça aux plus jeunes ou aussi aux gens qui veulent progresser. Je vais essayer aussi de venir aussi sur des événements pour ici on aura un tournoi professionnel, un tournoi PSA, ce sera la 2e semaine du mois de juin. Donc à la base on devait l'avoir ce mois-ci, à la fin du mois, mais malheureusement pour certains... L'ouverture des frontières et tout, et puis ça n'a pas pu se faire parce qu'on ne savait pas si ça allait être bien calé pour le 1er octobre. Donc avec la PSA, c'était dur on ne voulait pas garder le tournoi et puis à la dernière minute que ça s'annule, c'est pas simple d'organiser un tournoi. Et donc on a préféré le décaler au mois de juin prochain. Et peut-être que je jouerai le tournoi, pourquoi pas, on verra si je me remettrai peut-être en jambe pour faire un match ou 2, ou sinon je laisserai la place à un plus jeune, on verra. Mais voilà, être là pour le tournoi et amener du dynamisme dans le club, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a un maximum d'événements, c'est important. On a pu le voir, nous, dans le club. On a pu le voir, je vais réussir à le faire tomber, voilà. On a pu le voir déjà ce matin, hier, un dynamisme énorme de jeunes qui étaient déjà sur les terrains, qu'on avait rarement vu à cette heure-là de la journée. Et c'est vrai qu'on peut indéniablement dire que c'est l'effet Greg Gauthier qui fait que ces jeunes étaient là et sont toujours là à taper la balle. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses à construire et c'est le but avec Rémi et le club et Greg, c'est le but de faire développer le squash à Maurice. Après, pour être franc, voilà, la structure est magnifique. On trouve pas des clubs comme ça à tous les coins de rue. Donc pour un gamin qui rentre dans un club, dire qu'il joue au squash ou qu'il fasse du paddle, il y a le choix, quoi. Donc c'est incroyable, quoi. Donc en tout cas, le projet que vous avez réussi à mener, Rémi, Lionel, tous les gens qui ont bossé depuis des années sur ce projet, c'est fantastique, hein. Quand vous rentrez ici, voilà, ça jette quand même. Donc, même moi, la première fois que j'ai mis les pieds, j'ai vu le club qui était juste en construction
le début de la construction il y a 2 ans, et c'est sûr, quand Lionel ou Rémi me disaient on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, et puis que maintenant on voit la réalité des choses, c'est impressionnant. Donc je pense que aussi bien que pour les enfants que les parents ou les gens qui adorent faire du sport, venir dans un endroit comme ça, c'est magique. Moi le premier, hein, donc peu importe le sport qu'on fait. Hein. Jean-Claude. Jean-Claude Leroy de Maurice Info. Vous avez l'intention d'ouvrir 2 clubs dans le monde ou c'est votre dernier bébé qui est à Maurice? Pardon, j'ai pas... Vous avez l'intention d'ouvrir 2 clubs, vous avez d'ouvrir. C'est-à-dire, vous avez Prague, vous avez l'île Maurice, c'est votre... Après, à Prague, moi, je supervise une académie, en fait. On a mis en place des coachs pour des joueurs. On a des joueurs en ce moment qui sont classés entre 50 à la place de 50 mondiales jusqu'à 200 mondiales. Et il y a des joueurs qui y vivent. Et il y a des joueurs qui viennent juste pour quelques semaines s'entraîner les tournois. Et en fait, il y a un programme qui est mis en place pour eux. Ils ont une préparation physique qui est quotidienne. Ils ont des kinés qui sont mis en place, par exemple le mardi, mercredi, jeudi. Ils ont des sparring, ils ont des coachs pour avoir des cours individuels. Ils ont des matchs. Tout est orchestré pour optimiser leur potentiel. Donc après, bien sûr, c'est un investissement pour un joueur de venir vivre soit à l'étranger, ou ça dépend en fonction de où ils sont, mais c'est des joueurs qui veulent soit être dans le top 50 mondial ou un jour aspirer être dans le top 20 ou peut-être futur champion du monde. Donc voilà ce qu'on a mis en place à Prague. Pourquoi pas un jour, si ça se développe dans un club ici, mais je pense qu'au début ici, le but c'est d'amener le plus de monde possible. Et après, avec la masse, on sera capable de dire lui, par exemple, il a un potentiel pour être peut-être tel niveau, il faudrait l'encadrer de telle manière, ou un groupe de jeunes de telle manière. Voilà, c'est ça qu'il faut. Au début, on ne peut pas tout faire comme ça, donc il faut déjà amener le monde, et en fonction des capacités des joueurs, après on peut amener les choses. Dernière question, la télé vous intéresse? La télé? Oui, est-ce que la télé vous intéresse? Parce que généralement les champions ils t'aiment consultant, bon animateur. J'ai vu peut-être un appel du pied de Greg envers vous aussi, vous serez intéressé de devenir commentateur pour le squash? Là, le joueur qui m'a interviewé de PSA, c'est un ancien joueur. Il était top 20 mondial, et quand ils ont commencé sur le tour à amener la télévision, donc c'est lui qui a commencé à commenter les matchs et tout, et après ils ont amené une équipe, et il y a des anciens joueurs qui commentent les matchs, et il aimerait bien que je vienne sur le tour un peu de temps en temps, faire quelques semaines avec lui pour commenter. Et après, c'est un job, hein, je suis pas, ça prend, c'est pas. Moi, je suis joueur de squash à la base, donc c'est un autre métier, mais pourquoi pas. Ça peut être une nouvelle expérience, ça peut amener d'autres choses aussi dans ma vie, et puis ça peut être une expérience qui peut être riche aussi. Donc, et puis c'est un domaine que je connais. Donc je pense pas que je serai perdu, mais après commenter ça s'apprend aussi. Après j'ai fait j'ai fait 2-3 apparitions avec lui. De temps en temps ils amènent les joueurs pour certains matchs pour commenter, pour parler un peu aussi, mais aussi pour commenter les matchs. Donc j'ai fait quelques apparitions avec Joey, et c'est plutôt sympa. Mais après, quand je discuterai avec lui, voilà, on rigole, il y a une bonne ambiance, mais après il faut être sérieux, donc c'est un autre métier, quoi. Mais pourquoi pas, ouais. Vous jouez au squash ou pas? Vous allez vous y mettre? Pardon? Direct avec Greg, tout de suite. On t'invite après à boire.